À l'anniversaire de ma mère, mon frère a fracassé un vase et a hurlé que je n'étais qu'une sale garce pourri gâtée. Mes parents, eux, sont restés là, à regarder, un sourire presque imperceptible aux lèvres. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais mon téléphone en main. Et quand je l'ai sorti pour passer un simple appel, leurs sourires ont disparu. Laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert une trahison si profonde qu'elle a failli me détruire, et comment je me suis battue, seule, pour récupérer non seulement mon argent, mais aussi ma dignité. Avant de plonger dans les détails de cette journée infernale, j'aimerais prendre un instant pour vous saluer. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore voir jusqu'où mes histoires voyagent et imaginer la communauté que nous formons, tous unis par ces récits de vie. Je m'appelle Éléonore, j'ai 34 ans. Ce jour-là, je pensais n'être qu'une invitée parmi d'autres à la fête pour les 60 ans de ma mère, Martine. La réception se tenait dans le jardin de leur pavillon à Villeurbanne, une banlieue tranquille de Lyon. Le soleil de septembre était doux, mais l'air, lui, était lourd, presque irrespirable. Il y avait une tension palpable, pas le genre de tension qui précède une joyeuse surprise, mais celle qui annonce un orage. Mes parents, Bernard et Martine, ne quittaient pas mon frère Bastien d'une semelle. Ils riaient à ses blagues fades, lui remplissaient son verre, le couvaient comme s'il était encore un adolescent fragile. Moi, j'étais une sorte de satellite distant, poli mais invisible. Chaque fois que j'essayais d'engager la conversation, les réponses étaient brèves, leurs regards me traversaient pour retourner se poser sur Bastien, l'enfant prodigue revenu au bercail après un divorce difficile. Ils faisaient des remarques acides à mon sujet, des piques déguisées en humour sur « la grande femme d'affaires qui n'a pas le temps pour sa famille ». Mes parents gloussaient, complices. Je savais que sa situation le rendait irritable, mais je ne m'attendais pas à la haine pure qui allait suivre. Je me tenais près du buffet des desserts, essayant d'ignorer les chuchotements. C'est alors que Bastien s'est approché, le visage congestionné, les yeux brillants d'une fureur que je ne lui connaissais pas. Sans un mot, il a attrapé le grand vase en porcelaine de Limoges qui trônait sur la table, un cadeau de mariage de mes grands-parents, un objet que ma mère chérissait plus que tout. Et il l'a projeté au sol. Le bruit du fracas a été assourdissant. Le silence qui a suivi l'a été encore plus. Des éclats de porcelaine ont volé partout, atterrissant près de mes chaussures. « Sors d'ici, sale garce pourri gâtée », a-t-il hurlé, assez fort pour que les voisins d'en face puissent t'entendre. « Tu n'as rien à faire dans cette famille. » Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Un sentiment de dissociation m'a envahi, comme si je regardais une scène de film. J'ai cherché le regard de mes parents, m'attendant à une intervention, à un mot, n'importe quoi. Mais ils sont restés immobiles, leurs visages vides, comme s'ils avaient répété cette scène des dizaines de fois. Les autres invités étaient figés, les fourchettes à mi-chemin de leur bouche. Dans un éclair de lucidité terrifiante, j'ai compris. Ce n'était pas une crise de colère. C'était une exécution publique. Mon esprit s'est emballé. En une seconde, je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce à cause de ce contrat important que j'ai signé la semaine dernière et que je n'ai pas encore eu le temps de leur annoncer? Ou est-ce parce que j'ai refusé de prêter de l'argent à Bastien il y a 15 jours, encore une fois? La douleur et la confusion menaçaient de me submerger. C'est une question que je me dois de vous poser, à vous qui m'écoutez. Si vous étiez à ma place, humilié devant tout le monde par votre propre famille, que feriez-vous? Vous resteriez silencieux et partiriez la tête basse, ou vous les affronteriez sur le champ? Dites-moi sincèrement ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, j'ai choisi de partir. Je leur ai tourné le dos, et en passant le portail, j'ai senti le poids de dizaines de regards sur moi. Mon corps tremblait. La honte était une cape de plomb sur mes épaules. Durant le trajet, les images tournaient en boucle, le vase explosant, le visage haineux de mon frère, et pire que tout, le vide dans les yeux de mes parents. Je suis partie en titubant, non seulement à cause de l'humiliation, mais parce que mon cœur pleurait la famille que je venais de perdre. Cette humiliation publique n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable cauchemar, lui, m'attendait en silence. La route jusqu'à Lyon m'a paru durer une éternité. Les rues de Villeurbanne défilaient, mais je ne voyais rien. Mes mains serraient le volant, mes jointures étaient blanches. Chaque insulte de Bastien,
chaque seconde de silence de mes parents tournait en boucle dans ma tête. Je ne suis pas allée chez moi. Mon appartement me semblait soudain trop vide, trop silencieux. J'ai conduit machinalement jusqu'au quartier de la Croix-Rousse, jusqu'à la seule personne au monde en qui j'avais une confiance absolue, mon amie Anouk. Elle a ouvert la porte et a tout de suite compris. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste prise dans ses bras et m'a laissé m'effondrer. J'ai pleuré pendant ce qui m'a semblé être des heures, le genre de pleurs qui viennent du plus profond de l'âme, des sanglots secs et douloureux qui ne soulagent rien. Une fois le calme revenu, installé dans sa cuisine avec une tasse de tisane fumante, je lui ai tout raconté, chaque détail humiliant. Anouk, toujours pragmatique, a froncé les sourcils. Éléonore, a-t-elle commencé avec douceur, c'est monstrueux. Mais, tu es sûre de ne pas surréagir un peu en pensant que c'est un complot ? Je sais que Bastien peut être un crétin fini, mais de là à dire que tes parents étaient de mèche. Il vient de divorcer, il est peut-être juste à bout, et ils ne savent pas comment gérer. Non, Anouk, ai-je insisté, ma voix tremblante. Ce n'était pas de l'improvisation. Leurs visages, ils étaient vides. Comme des acteurs qui attendent la suite du script. Il y a autre chose. Je le sens au plus profond de mes tripes. Le lendemain matin, après une nuit sans sommeil, une certitude s'était installée en moi. Je devais comprendre. Je ne pouvais pas laisser cette humiliation me ronger sans savoir pourquoi. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de la cuisine d'Anouk, qui me regardait en sirotant son café. C'est elle qui m'a rappelé une vérité que j'avais stupidement occultée. Éléonore, a-t-elle dit, posant sa tasse. Tu te souviens ? Il y a environ 2 ans, juste après le divorce de Bastien. Il était au fond du trou, il disait qu'il était un raté. Tu te sentais coupable de ta propre réussite. Tu m'as dit que tu voulais lui donner une chance de se sentir utile, de se racheter. C'est là que tu l'as ajouté comme utilisateur secondaire sur le compte de ta société, événement d'élégance. Il devait t'aider à gérer les paiements pour l'organisation du séminaire Tech Lyon. Tu te souviens de ses promesses ? Je vais changer, Éléonore, je te le jure. Je ne te laisserai plus jamais tomber. Est-ce que tu as pensé à retirer ces accès depuis ? Le sang s'est glacé dans mes veines. J'avais oublié. Complètement. Prise dans le tourbillon de la gestion de mon entreprise, dans le chaos des événements à organiser, j'avais oublié ce geste, un geste né de la pitié et d'un espoir naïf de réconciliation. J'avais voulu croire qu'il pouvait changer, que nous pouvions redevenir le frère et la sœur de la photo de Biarritz. Quelle idiote! Mes doigts tremblaient en tapant le mot de passe de ma banque en ligne. La page s'est chargée lentement, chaque seconde était une torture. Et puis, le chiffre est apparu. Le solde. Il manquait 40 000 €. Je suis restée bouche bée, le souffle coupé. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré. Anouk s'est approchée et a regardé par-dessus mon épaule. Son visage s'est décomposé. Ce n'était pas une erreur. C'était un gouffre. 40 000 €, c'était une somme énorme, le fruit de des mois de travail acharné, l'argent que je mettais de côté pour embaucher ma première employée à plein temps. C'était l'avenir de mon entreprise qui venait de disparaître. Mais ce n'était pas le chiffre qui me faisait le plus peur. Ce qui me terrifiait, c'était la certitude que je savais, au fond de moi, que ce n'était que le début de leur manigance. Mon premier réflexe a été de vouloir appeler Bastien, de hurler, de l'insulter. Mais Anouk a posé une main sur mon bras. Non, Éléonore. Pas maintenant. S'il a fait ça, il a probablement couvert ses traces. Ne lui donne pas l'alerte. Sois plus intelligente que lui. Trouve tout. Absolument tout. Elle avait raison. La colère devait laisser place à la froide détermination. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. La vérité était encore plus sournoise que je ne le pensais. Il n'y avait pas eu un seul gros virement. C'était une hémorragie lente et méthodique. Des dizaines et des dizaines de petits retraits, étalés sur les 3 derniers mois. 500 € par-ci, libellé, frais de consultation. 1 000 € par-là, sous l'étiquette « paiement fournisseur ». 750 € pour des « dépenses diverses ». C'était une toile d'araignée de mensonges financiers, conçue pour passer inaperçue. J'ai commencé à analyser chaque ligne, le cœur au bord des lèvres.
Je suis tombée sur un paiement de 800 € à un certain Création Florale du Bois. Je n'avais jamais travaillé avec ce fleuriste. Une recherche rapide sur Internet m'a appris qu'il n'existait pas. C'était un nom inventé. Un autre virement, de 1200 €, était destiné à Location Son et Lumière Martin. Encore un nom inconnu. Mon sang s'est glacé quand j'ai réalisé, il ne se contentait pas de libeller vague, il inventait de fausses entreprises pour rendre le vol plus crédible en cas de contrôle superficiel. C'était prémédité. C'était calculé. Chaque transaction était un coup de poignard. Il avait planifié ça. Chaque jour, pendant des semaines, il s'était connecté à mon compte et avait siphonné l'argent que je gagnais à la sueur de mon front. L'argent qui devait payer mes charges, mes fournisseurs, mon futur. Je me suis sentie nauséeuse. J'ai imprimé l'intégralité du relevé des 3 derniers mois, page après page de trahison. Anouk préparait du café, son silence était plus réconfortant que n'importe quelle parole. Pendant que l'imprimante crachait les preuves de son vol, j'ai ouvert ma boîte mail professionnelle. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je savais que l'attaque n'était pas que financière. Et je l'ai trouvé. Un email de Carla, propriétaire d'une agence de communication de luxe, une de mes plus anciennes et fidèles clientes. L'objet était simple, quelques questions. Je l'ai ouvert, le cœur battant. Chère Éléonore, écrivait-elle, j'espère que tout va bien. J'ai été un peu surprise de recevoir un appel de ton frère, Bastien, ce matin. Il m'a expliqué que tu traversais une période de stress intense et que tu étais surchargée de travail. Il a été très prévenant. Il m'a dit qu'il travaillait maintenant avec toi et qu'il pouvait prendre en charge l'organisation de notre gala annuel pour s'assurer que tout soit parfait et pour te soulager un peu. Est-ce que nous pouvons en discuter? Je suis un peu perdue. J'ai relu l'email 3 fois. Les mots, stress intense, surchargé, te soulager. C'était diabolique. Il ne se contentait pas de me voler. Il était en train de me discréditer, de me peindre comme une femme fragile et incompétente, au bord de la crise de nerfs. Il se positionnait comme le sauveur, le frère dévoué qui venait à la rescousse de sa pauvre petite sœur incapable. Une rage froide m'a envahi. J'ai fait une recherche avec le mot-clé « Bastien » dans ma boîte de réception. 2 autres emails sont apparus, de 2 autres clients importants, tous 2 faisant état d'appels similaires, de doutes instillés sur ma fiabilité. Il ne voulait pas seulement mon argent, il voulait mon entreprise. Il voulait ma réputation. Il voulait m'effacer. J'ai repensé à l'incident d'il y a 2 semaines, la livraison de fleurs à la mauvaise adresse pour ce nouveau client. J'ai retrouvé l'email de confirmation finale, celui que j'étais sûre d'avoir vérifié. J'ai affiché les détails techniques, l'adresse IP de l'expéditeur. Ce n'était ni mon bureau, ni mon domicile. C'était une adresse IP provenant d'un cybercafé du centre-ville. C'était lui. Il avait délibérément saboté un petit détail pour créer un précédent, pour que ses mensonges sur mon manque de fiabilité aient l'air plus crédibles. Ce n'était pas de l'improvisation. C'était un plan de démolition. Il ne voulait pas seulement me voler. Il voulait détruire ma vie. La découverte de l'email saboté a été un tournant. La tristesse et la confusion ont commencé à se cristalliser en une colère pure et tranchante. J'ai sauvegardé cet email et ses détails techniques sur une clé USB, à côté des relevés bancaires. Chaque fichier était une brique dans le mur de preuves que je construisais. Anouk, assise en face de moi, secouait la tête, incrédule. C'est un monstre, a-t-elle simplement dit. Non, c'est pire, ai-je répondu. Un monstre, tu le vois venir. Lui, il a agi en frère. La première chose à faire était de limiter les dégâts. Mon instinct me disait de ne pas appeler tous les clients qu'il avait contactés, pour ne pas donner l'impression que je paniquais. Mais je devais parler à Carla. C'était plus qu'une cliente, c'était une alliée. J'ai pris mon téléphone, j'ai respiré profondément et je l'ai appelée. Carla? C'est Éléonore. Je suis désolée de t'appeler comme ça, mais j'ai reçu ton email. Éléonore. J'étais si inquiète, a-t-elle répondu, sa voix pleine de chaleur. Ton frère, il avait l'air si convaincant. Mais quelque chose clochait. Ça ne te ressemblait pas. Tout va bien? Sa confiance m'a émue aux larmes. Je ne lui ai pas tout raconté, pas encore.
Je suis restée vague mais ferme. Car là, je traverse une situation familiale, extrêmement compliquée. Mon frère n'est en aucun cas associé à mon entreprise. Ce qu'il t'a dit est un tissu de mensonges. Le gala annuel, c'est moi et moi seul qui m'en occupe, comme d'habitude. Je suis plus déterminée que jamais à en faire un succès. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre, a-t-elle dit. Ne t'inquiète pas pour nous. Mais fais attention à toi. Raccrocher m'a donné une bouffée d'énergie. Mais la peur de perdre tout ce que j'avais construit était toujours là. J'ai passé l'heure suivante à rassurer les 2 autres clients par email, en restant professionnelle et sans entrer dans les détails sordides. Ensuite, je me suis sentie comme une détective dans ma propre vie, traquant un fantôme qui portait le visage de mon frère. S'il avait été assez audacieux pour saboter mes emails et appeler mes clients, jusqu'où était-il allé? J'ai pensé au serveur de mon entreprise. Il y a 1 an, j'avais investi dans un système de gestion de la relation client, CRM, assez complet. Par prudence, pour les gros contrats, je prenais parfois des notes détaillées directement dans le dossier client, y compris des résumés d'appels importants. J'ai ouvert le dossier du client le plus prestigieux que Bastien avait contacté, l'hôtel Bellecour, un palace lyonnais pour qui je devais organiser une soirée de prestige. En parcourant l'historique, mon regard s'est arrêté sur une note que j'avais ajoutée 1 mois plus tôt. Elle disait, « Monsieur Dubois, le directeur, semble hésitant. » Il a mentionné un appel d'un de mes associés, lui proposant un tarif plus flexible. Étrange. Je n'ai pas d'associé. À clarifier lors du prochain rendez-vous. À l'époque, j'avais mis ça sur le compte d'un malentendu, peut-être un concurrent agressif. Maintenant, je savais. L'associé, c'était Bastien. En fouillant plus loin, j'ai trouvé une autre pépite. Dans le dossier d'un autre client, un brouillon de mail que je n'avais jamais écrit était enregistré. Il proposait une remise de 50% sur ma prestation, une offre commercialement suicidaire. Le brouillon avait été sauvegardé automatiquement, et les métadonnées indiquaient la même adresse IP que celle du cybercafé. Il avait essayé de se connecter, d'envoyer des offres ridicules en mon nom pour me faire perdre de l'argent et de la crédibilité. J'étais en train de rassembler les pièces d'un puzzle macabre. Chaque pièce révélait un peu plus l'ampleur de sa trahison. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur « Play », mettant le haut-parleur pour qu'Anouk puisse entendre. Une voix d'homme, calme et professionnelle, s'est fait entendre. « Mademoiselle Éléonore Vasseur ? Je suis maître Renaud. Je suis le notaire qui s'est occupé de la succession de votre grand-père, monsieur Marcel Durand. Je vous appelle car j'ai en ma possession un document qu'il m'a chargé de vous remettre en main propre dans des circonstances très spécifiques. Je pense que ces circonstances sont aujourd'hui réunies. Pourriez-vous me rappeler dès que possible ? C'est de la plus haute importance. Un frisson m'a parcouru l'échine. Mon grand-père Marcel était décédé il y a 2 ans. Il m'avait légué la petite boutique à la Croix-Rousse qui me servait maintenant de bureau. La succession avait été réglée depuis longtemps. Pourquoi son notaire m'appellerait-il maintenant ? Et que voulait dire « des circonstances très spécifiques » ? Ces preuves du présent montraient l'étendue du crime de mon frère. Mais cet appel, cette voix venue du passé, me soufflait que les racines de cette haine, de cette conspiration, étaient bien plus profondes et bien plus sombres. J'ai rappelé maître Renaud, sans savoir que j'étais sur le point de déterrer des secrets de famille qui auraient dû rester enfouis à jamais. Le lendemain, je me suis rendue à l'étude de maître Renaud, dans le quartier chic du 6e arrondissement de Lyon. L'endroit était feutré, silencieux, sentait le bois ciré et le vieux papier. Maître Renaud était un homme âgé, à l'allure bienveillante mais au regard perçant. Il m'a fait entrer dans son bureau lambrissé et m'a offert un café que j'ai accepté sans vraiment en avoir envie. J'étais trop nerveuse. Je lui ai brièvement expliqué la situation, l'explosion à la fête, la découverte du vol. Il a écouté sans m'interrompre, son visage devenant de plus en plus grave. Votre grand-père était un homme d'une grande sagesse, et d'une grande prudence, a-t-il commencé, en joignant ses mains sur son bureau. Il vous aimait énormément, mademoiselle Vasseur. Plus que tout. Il s'inquiétait aussi. Il voyait des choses. Il voyait la jalousie de votre frère, l'aveuglement de vos parents.
Il s'est levé et a ouvert un coffre-fort mural dissimulé derrière un tableau. Il en a sorti une grande enveloppe en papier craft, jaunie par le temps, scellée à la cire rouge. Mon nom, Éléonore, était écrit dessus de la main tremblante mais reconnaissable de mon grand-père. Marcel m'a donné des instructions très claires, a poursuivi le notaire. Je devais conserver cette enveloppe et ne vous la remettre que si, je cite, le reste de la meute essayait de dévorer ce qui vous revient de droit. L'appel que j'ai reçu hier d'un de vos contacts familiaux, me demandant des informations sur la pleine propriété de votre boutique sous un prétexte fallacieux, m'a convaincu que le moment était venu. Mon sang s'est glacé. Ils avaient donc déjà commencé à manœuvrer pour me prendre la boutique. J'ai pris l'enveloppe, mes mains tremblaient légèrement. J'ai brisé le seau de cire. À l'intérieur, il y avait une lettre de plusieurs pages et un autre document, plus fin, agrafé. J'ai commencé par la lettre. La voix de mon grand-père semblait résonner dans ma tête à mesure que je lisais. Ma petite Éléonore chérie. Si tu lis ces mots, cela signifie que mes pires craintes se sont réalisées, et que ta famille a montré son vrai visage. Je t'ai laissé la boutique, mon enfant, non seulement parce que je savais que tu en ferais quelque chose de merveilleux, mais pour te donner un refuge, un lieu qui soit entièrement à toi, à l'abri de leur avidité. Mon cœur s'est serré. Il avait tout vu. La lettre continuait, et chaque mot était une révélation plus choquante que la précédente. Il expliquait qu'il avait toujours eu des doutes sur la gestion financière de mon père, Bernard, et sur les projets fumeux et toujours ratés de Bastien. Mais le pire concernait mon ancien associé, Étienne. Étienne et moi avions lancé notre première entreprise ensemble, juste après nos études. Nous étions jeunes, passionnés, et nous commencions à avoir du succès. Puis, du jour au lendemain, il y a environ 7 ans, il avait tout plaqué, m'annonçant qu'il était en faillite personnelle et qu'il devait disparaître. Je lui en avais voulu pendant des années, me sentant abandonné et trahi. La lettre de mon grand-père révélait la vérité. Mon père et Bastien avaient conseillé Étienne, l'avaient poussé à contracter des prêts auprès de sociétés douteuses pour accélérer notre croissance. En réalité, ils avaient utilisé une société écran pour détourner une grande partie de cet argent afin de couvrir les dettes de jeu de Bastien. Quand les créanciers s'étaient retournés contre Étienne, ma famille l'avait laissé tomber, le menaçant de tout révéler sur sa situation fragile s'il osait parler. Il l'avait détruit pour se couvrir. Les larmes brouillaient ma vue. J'ai pris le second document. Ce n'était pas une lettre. C'était une copie du rapport initial d'un détective privé. Maître Renaud a expliqué, votre grand-père avait engagé quelqu'un, quelques mois avant son décès. Sa santé a décliné avant qu'il ne puisse aller plus loin, mais il avait déjà des preuves. Le rapport détaillait les flux financiers entre la société écran, nommée BNB Consulting, pour Bernard et Bastien, la nausée m'est venue, dont l'adresse de domiciliation était une simple boîte postale, et un compte offshore, avant de revenir sur un compte personnel au nom de mon père. C'était là, noir sur blanc. Ce n'était plus une simple suspicion, c'était une preuve tangible de fraude et d'escroquerie. La lettre de mon grand-père se terminait par ces mots, « Cette boutique, Éléonore, n'est pas faite que de briques et de mortier. Elle est le symbole de l'honnêteté et du travail acharné. Ne les laisse jamais te la prendre. Batte-toi. Je serai toujours avec toi. » En sortant de l'étude du notaire, l'enveloppe serrée contre ma poitrine, je n'étais plus une victime confuse. J'étais l'héritière d'un combat. Et j'étais bien décidée à ne pas le perdre. Cette nuit-là, de retour dans le cocon sécurisant de l'appartement d'Anouk, je n'ai pas trouvé le sommeil. La colère et la détermination qui m'avaient porté toute la journée avaient laissé place à un vide immense et douloureux. L'adrénaline était retombée, ne laissant que le chagrin à l'état brut. J'ai relu la lettre de mon grand-père une dizaine de fois, chaque mot ravivant la douleur. J'ai ouvert mon portefeuille, et mes doigts ont trouvé une vieille photo, usée par les années. C'était une photo de vacances à Biarritz, il y a près de 20 ans. Toute la famille était là, souriante, le soleil dans les cheveux. J'avais une quinzaine d'années, j'enlaçais Bastien par l'épaule, et nous rions aux éclats d'une blague que j'ai oubliée depuis longtemps. Ma mère nous regardait avec une tendresse qui, à l'époque, me semblait sincère. Mon père, derrière, avait l'air fier. C'était avant les échecs de Bastien, avant que la jalousie ne ronge son âme. C'était avant que mes parents ne choisissent de le protéger à tout prix,
même au prix de leur propre intégrité. En regardant cette image d'un bonheur révolu, j'ai éclaté en sanglots. Des larmes silencieuses, mais brûlantes. Je ne pleurais pas sur l'argent volé, ni même sur l'entreprise sabotée. Je pleurais sur cette famille-là. La famille de la photo. La famille que je croyais avoir, celle pour qui j'aurais tout donné. Je pleurais la perte d'un frère que j'avais autrefois admiré, d'une mère que j'avais aimée, d'un père que j'avais respecté. Cette famille n'existait plus. Peut-être n'avait-elle jamais vraiment existé en dehors de ces moments figés sur papier glacé. Une partie de moi, une toute petite partie lâche et épuisée, voulait tout abandonner. Vendre la boutique, déménager dans une autre ville, changer de nom et oublier jusqu'à leur visage. Pourquoi devais-je mener cette guerre ? Je n'avais jamais rien demandé d'autre qu'une vie paisible, la fierté de mon travail bien fait, et l'amour des miens. Pourquoi devais-je me battre contre mon propre sang ? Je ne peux pas faire ça, ai-je murmuré dans le silence de la nuit. Je ne suis pas assez forte. Je me sentais si seule. Anouk dormait dans la chambre d'Axe en grave côté, mais ce combat, je savais que je devais le mener seule. J'ai fixé la photo, et mon regard a été attiré par un détail en arrière-plan. Mon grand-père Marcel. Il n'était pas au centre de la photo, il était un peu sur le côté, mais il me regardait, un petit sourire en coin, plein de malice et de fierté. C'était comme s'il me voyait, moi, Éléonore, 20 ans plus tard, seule et désemparée. Et ce simple souvenir de son regard a suffi. La flamme de la colère, que le chagrin avait presque éteinte, s'est ranimée. Mais ce n'était plus une colère destructrice. C'était une colère juste. Une force tranquille. La force qu'il m'avait toujours encouragée à trouver en moi. La boutique n'était pas qu'un bâtiment. C'était mon sanctuaire d'enfance, l'endroit où je me réfugiais quand la tension à la maison devenait trop forte. C'est là que mon grand-père m'apprenait à reconnaître la valeur des choses authentiques, et surtout, la valeur d'une parole donnée, de l'intégrité. Il n'allait pas me prendre ça. Il n'en avait pas le droit. Les larmes ont séché. J'ai soigneusement rangé la photo. L'heure du deuil était passée. J'avais mon arme, la lettre de mon grand-père et le rapport du détective. J'avais ma forteresse, la boutique. Maintenant, il me fallait une stratégie. Il me fallait un champ de bataille. Et j'allais le choisir moi-même. Le lendemain matin, armé d'une nouvelle résolution, j'ai pris rendez-vous avec le meilleur avocat spécialisé en droit des affaires de Lyon, un certain maître Dubois, que Carla m'avait recommandé. Son cabinet, situé près de la place Bellecour, était moderne, impersonnel, à l'opposé de l'étude feutrée de maître Renaud. C'était exactement ce dont j'avais besoin, pas de sentiments, juste de l'efficacité. J'ai étalé toutes mes preuves sur la grande table en verre de son bureau, les relevés bancaires surlignés, les impressions des emails frauduleux, les métadonnées de l'IP du cybercafé, et enfin, la pièce maîtresse, l'enveloppe de mon grand-père avec la lettre et le rapport du détective. Maître Dubois, un homme d'une 50aine d'années au visage sévère, a tout examiné en silence pendant près d'1 heure. Il lisait, hochait la tête, prenait des notes. Le silence était pesant, mais je n'étais pas nerveuse. Je savais que mon dossier était solide. Finalement, il a relevé la tête, ses yeux brillants d'un intérêt professionnel. « Mademoiselle Vasseur, a-t-il dit d'une voix grave, ceci est exceptionnel. Nous n'avons pas seulement un cas de vol et de diffamation. Avec ce rapport et le témoignage potentiel de votre ancien associé, Monsieur Étienne, nous avons les prémices d'une affaire d'escroquerie en bande organisée, d'abus de biens sociaux et de fraude. C'est du pénal. C'est très grave. » Ces mots ont eu un poids énorme. Ce n'était plus seulement mon drame personnel, c'était une affaire criminelle. « Que me conseillez-vous » ai-je demandé. « Nous allons attaquer sur 2 fronts, a-t-il expliqué. Au civil, nous allons immédiatement déposer une plainte pour le vol des 40 000 € et demander des dommages et intérêts pour le sabotage de votre entreprise. Au pénal, nous allons déposer une plainte contre X pour l'instant, mais en joignant tous ces documents. Le procureur devrait ouvrir une enquête très rapidement. Il m'a expliqué en détail les procédures, les délais possibles, les risques. C'était complexe, mais pour la première fois, j'avais une feuille de route claire. Il a ensuite suggéré d'engager un détective privé pour retrouver la trace d'Étienne et pour approfondir les recherches sur la société écran BNB Consulting.
J'ai donné mon accord sans hésiter. Alors que je sortais du cabinet, me sentant pour la première fois depuis des jours plus forte et plus sereine, mon téléphone a vibré. C'était un message de ma tante, la sœur de ma mère. Ma chérie, j'ai eu ta mère au téléphone. Elle est si inquiète pour toi. Elle m'a dit que tu étais très fatiguée, que tu ne te comportais plus comme d'habitude. Si tu as besoin de parler, n'hésite pas. Un autre message est arrivé, d'un cousin. Salut Éléonore, Bastien m'a appelé. Il s'en veut énormément pour la scène à l'anniversaire, il dit que tu es à cran en ce moment et qu'il a mal réagi. Il espère que tu te soigneras. J'ai essayé de répondre au message de ma tante, juste pour voir. Je vais bien, Tati. C'est plus compliqué que ça. Sa réponse est tombée, froide et instantanée. Ta mère dit que tu refuses de voir la réalité en face. Fais-toi aider, Éléonore. J'ai compris leur nouvelle stratégie. C'était insidieux, vicieux. Ils ne se contentaient plus de me discréditer auprès de mes clients. Ils commençaient à tisser leur toile au sein même de la famille, propageant l'idée que j'étais instable, fragile, peut-être même folle. Ils préparaient le terrain pour leur prochain coup, essayant de m'isoler, de s'assurer que si je parlais, personne ne me croirait. Ils essayaient de me faire passer pour folle aux yeux de tous avant même que la bataille ne commence. Mais ils ne savaient pas que je n'étais plus seule. J'avais la loi de mon côté. Et j'avais préparé un piège pour eux, dans le seul endroit où je me sentais invincible, la boutique de mon grand-père. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? J'ai passé les 2 jours suivants à préparer ma contre-attaque. J'ai appelé mes parents et Bastien, un par un. D'une voix que j'ai voulu la plus neutre possible, je leur ai dit que nous devions avoir une discussion, sérieuse et apaisée, concernant l'avenir de l'entreprise et de la boutique. J'ai insisté pour que la rencontre ait lieu dans mon bureau, à la Croix-Rousse. J'ai senti une hésitation, puis l'appât du gain a été plus fort. Ils ont accepté. Ils pensaient que j'étais prête à négocier, peut-être même à céder. Ils se trompaient lourdement. Le jour J, je suis arrivée en avance. J'ai pris le temps de m'imprégner du lieu. L'odeur de bois et de papier, le silence apaisant. C'était ma forteresse. J'ai disposé un enregistreur vocal discret sous le comptoir, un petit appareil que Maître Dubois m'avait conseillé d'utiliser. Dans le tiroir, à portée de main, j'ai placé le dossier que nous avions préparé, une copie de toutes les preuves. La lettre de mon grand-père, elle, était dans la poche intérieure de ma veste, comme un talisman. J'ai attendu, le cœur battant, non pas de peur, mais d'anticipation. Ils sont arrivés tous les 3 ensemble, un front uni. Bastien avait un air arrogant, le menton levé, comme s'il entrait en terrain conquis. Mon père, Bernard, avait le regard fuyant, il semblait mal à l'aise, incapable de me regarder. Mais ma mère, Martine, était la plus effrayante. Elle arborait un sourire triste, plein d'une fausse compassion. C'était elle, la metteuse en scène. Merci d'être venue, ai-je commencé, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Arrêtons cette comédie, Éléonore, a lancé Bastien. On sait très bien pourquoi on est là. Tu ne peux plus gérer tout ça toute seule. Ton frère a raison, a enchaîné ma mère, en s'approchant. Nous avons réfléchi, et nous avons trouvé une solution. Pour t'aider. C'est alors qu'elle s'est avancée, tenant une grande enveloppe blanche. Nous sommes très inquiets pour toi, ma chérie, a-t-elle dit, sa voix suintant la pitié fabriquée. Tu as été soumise à tellement de pression ces derniers temps. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Elle a sorti un document de l'enveloppe et l'a fait glisser sur le comptoir. Il portait un en-tête médical. Ceci est une évaluation du docteur Fournier, un psychiatre réputé, a-t-elle expliqué, sans me regarder dans les yeux. Il a analysé la situation, les récents incidents, ton comportement erratique. Le rapport conclut que tu présentes des signes d'instabilité émotionnelle aiguë, incompatibles avec la bonne gestion d'un patrimoine. Nous allons déposer une requête auprès du juge des tutelles pour que tu sois placé sous curatelle, pour te protéger, bien sûr. Bastien se portera volontaire pour être ton curateur et gérer tes biens. J'ai fixé le papier. C'était un faux, bien sûr.
Un tissu de mensonges. Mais c'était leur coup de grâce. L'arme qu'ils avaient utilisée pour anéantir Étienne des années auparavant. M'accuser de folie pour me voler légalement. J'ai levé les yeux vers Bastien. Son sourire en coin ne laissait place à aucun doute. J'ai regardé mon père. Il fixait ses chaussures, honteux mais complice. J'ai regardé ma mère. Elle soutenait mon regard, pleine de défis. Ils pensaient m'avoir acculé, m'avoir piégé comme un animal. Leur visage transpirait la suffisance. Ils croyaient la partie gagnée. Mais ils avaient oublié un détail crucial. Ce n'était pas moi qui étais tombé dans un piège. C'était eux. Le petit voyant rouge de mon enregistreur clignotait discrètement sous le comptoir, capturant chaque mot de leur conspiration. Un rire m'a échappé. Un rire sec, sans joie, qui les a surpris. Un rapport psychiatrique ? Vraiment, ai-je dit, en secouant la tête. C'est tout ce que vous avez trouvé ? Après avoir ruiné Étienne avec la même méthode, vous n'avez même pas eu l'imagination de trouver autre chose ? Le nom d'Étienne, prononcé à voix haute, a eu l'effet d'une décharge électrique. Le visage de mon père a perdu toute couleur. Le sourire de ma mère s'est figé. Je ne vois pas de quoi tu parles, a-t-elle articulé difficilement. Oh, je crois que si, ai-je rétorqué. Vous voulez parler de preuves ? Parlons de vraies preuves. J'ai sorti lentement l'enveloppe de mon grand-père de ma poche. Le papier jauni semblait presque lumineux dans la boutique. Grand-père Marcel a écrit ceci quelques semaines avant de mourir. Il vous connaissait bien. Mieux que moi, apparemment. J'ai déplié la lettre. Leurs yeux étaient rivés sur le document. Il m'a tout raconté, ai-je continué, en les regardant un par un. Il m'a parlé d'Étienne, de la façon dont vous l'avez ruiné en le poussant à emprunter de l'argent que vous avez ensuite détourné. Il m'a parlé de la société Écran, BNB Consulting. Ça vous dit quelque chose, papa ? Et il m'a prévenu que vous essayeriez de me prendre cette boutique. Le visage de Bastien est devenu livide. Tu inventes tout ça. C'est du délire. Tu es folle, ce papier le prouve. Du délire ? J'ai sorti le deuxième document de l'enveloppe. Ceci est une copie du rapport d'un détective privé qu'il avait engagé. Il y a des numéros de compte, des dates de virement. Tout est là. C'est bien moins délirant que votre faux rapport médical. Mais ce n'est pas tout, ai-je ajouté, en ouvrant le tiroir du comptoir. J'ai sorti le dossier épais et je l'ai laissé tomber lourdement sur le bois. Le bruit a résonné dans le silence. Ici, j'ai les relevés de mon compte professionnel, avec les 40 000 € que tu as volés, Bastien, transaction par transaction, avec tes faux noms de fournisseurs. J'ai les impressions des emails que tu as envoyés à mes clients, avec l'adresse IP du cybercafé d'où tu les as envoyés. J'ai les notes de mon CRM qui prouvent tes appels. Et j'ai fait une pause, savourant leur panique grandissante. J'ai aussi un enregistrement de notre petite conversation d'aujourd'hui. Y compris la partie sur le faux rapport médical pour me mettre sous curatelle. Le silence dans la boutique était total. On aurait pu entendre une mouche voler. Ma mère a porté la main à sa bouche, ses yeux remplis d'une horreur non feinte cette fois. Mon père semblait avoir vieilli de 10 ans en une minute. Bastien, lui, me foudroyait du regard, un mélange de haine et de peur. Le jeu est terminé, ai-je dit d'une voix glaciale. J'ai déjà tout transmis à mon avocat, Maître Dubois. Une plainte au civil et au pénal est prête à être déposée. J'ai aussi un rendez-vous avec une journaliste du Progrès demain matin. Alors voilà ce qui va se passer. Vous allez sortir de ma boutique. Vous allez sortir de ma vie. Vous ne me contacterez plus jamais. Si vous le faites, si vous essayez quoi que ce soit, ce dossier part directement chez le procureur et à la rédaction du journal. Est-ce que c'est clair ? Bastien a fait un pas vers moi, les poings serrés. Tu n'oserais pas faire ça à ta propre famille. Vous avez cessé d'être ma famille à l'instant où vous avez comploté pour me détruire, ai-je rétorqué, sans ciller. Maintenant, sortez. Leur front uni s'est brisé. Ma mère a attrapé le bras de mon père, l'air suppliant. Bastien m'a fusillé du regard une dernière fois avant de faire demi-tour et de sortir en claquant la porte si fort que la clochette a failli se décrocher. Mes parents l'ont suivi, comme des ombres, vaincus.
Les voir partir était une victoire. Mais ce n'était pas suffisant. Je ne voulais pas seulement qu'ils disparaissent. Je voulais que justice soit faite. Et j'allais m'assurer que toute la ville de Lyon entende leur histoire. La confrontation m'avait laissé vidé, mais résolu. Le lendemain matin, j'ai rencontré Céline, la journaliste du Progrès, dans un café discret. Je lui ai tout raconté, en lui fournissant une copie de toutes les preuves. C'était une femme d'une quarantaine d'années, vive, intelligente, avec un regard qui ne laissait rien passer. Elle m'a écouté attentivement, posant des questions précises, vérifiant des dates, recoupant des informations. Elle n'était pas seulement intéressée, elle était indignée. C'est une histoire incroyable, a-t-elle dit en refermant son carnet. Un drame familial, certes, mais aussi une affaire de prédation économique et de manipulation psychologique. Je vais traiter ça avec la plus grande rigueur. Je vais essayer de retrouver votre ancien associé. Sa parole, même anonyme, serait un atout majeur. Après ce rendez-vous, je me suis sentie plus légère. J'avais mis la machine en marche. Je suis ensuite allée au commissariat central pour déposer officiellement ma plainte, accompagnée de Maître Dubois. Le processus a été long et éprouvant. Raconter encore et encore les détails de la trahison à un officier de police blasé était une épreuve. Mais en sortant, j'avais le sentiment du devoir accompli. La justice allait suivre son cours. Je pensais avoir quelques jours de répit. Je me trompais. 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée. L'entête était impressionnant, cabinet d'avocats Gauthier et Associés, Paris. Mon cœur s'est serré. Je l'ai ouverte, les mains moites. C'était une mise en demeure. Sur un ton juridique et menaçant, la lettre m'accusait de diffamation, calomnie et harcèlement envers mes parents et mon frère. Elle affirmait que mes allégations fantaisistes leur causaient un préjudice moral et financier considérable. La lettre se terminait par un ultimatum, je devais retirer ma plainte et présenter des excuses publiques sous 72 heures, faute de quoi le cabinet engagerait contre moi des poursuites judiciaires, d'une extrême vigueur, réclamant une somme astronomique en dommages et intérêts. Pendant un instant, la peur m'a saisi. Et s'ils avaient vraiment les moyens de me détruire légalement? Et si j'avais sous-estimé leurs ressources? Ma main tremblait en tenant le papier. J'ai immédiatement scanné le document et l'ai envoyé à Maître Dubois. Sa réponse est arrivée moins d'1 heure plus tard, et elle m'a fait éclater de rire. Un rire de soulagement et de mépris. Chère Éléonore, écrivait-il, ceci est une tentative d'intimidation grossière, franchement, pathétique. J'ai fait une vérification rapide. Le cabinet Gauthier et Associés n'existe dans aucun barreau de France. L'adresse à Paris est celle d'une simple boîte de domiciliation. Cette info, montée de toutes pièces pour vous effrayer. Conservez précieusement cette lettre. Nous allons l'ajouter au dossier. Cela pourrait constituer une tentative d'extorsion et d'intimidation de témoins. Leur dernière tentative pour me faire taire était si maladroite qu'elle en devenait comique. C'était l'acte désespéré de bêtes traquées. Ils étaient finis, et ils le savaient. 1 semaine plus tard, la bombe a éclaté sur la place publique. L'article de Céline a fait la une du Progrès, un mardi matin. Le titre barrait la page en grosses lettres, scandale familial à Lyon, escroquerie, trahison et héritage au cœur d'un drame. L'article était dévastateur. Il exposait tout, avec une précision chirurgicale, le vol des 40 000 €, la campagne de diffamation auprès de mes clients, le sabotage, la tentative de me faire passer pour folle. Et, coup de maître, Céline avait réussi à retrouver Étienne. Il vivait maintenant une vie modeste en Bretagne. Au début réticent, il avait finalement accepté de témoigner anonymement, confirmant en détail comment ma famille l'avait manipulé et ruiné des années auparavant. Son témoignage donnait une profondeur tragique à toute l'affaire. L'article mentionnait même la fausse lettre d'avocat, la décrivant comme l'ultime manœuvre d'une famille aux abois. L'effet a été immédiat et cataclysmique. Mon téléphone a commencé à sonner sans interruption. Des clients, des amis, d'anciens camarades de classe. Carla a été la première à m'envoyer un message, je savais que tu étais une femme forte et intègre. Ne lâche rien. Je suis avec toi. Ce simple message m'a fait plus de bien que je ne saurais le dire. Pour ma famille, le retour de bâton a été brutal.
Le nom Vasseur, jusqu'alors respectable dans leur petite communauté de vie urbaine, est devenu synonyme de honte. Bastien, qui tentait de monter une nouvelle affaire de « conseil », a vu tous ses contrats potentiels s'évaporer du jour au lendemain. Le club d'entrepreneurs dont il était si fier l'a radié de ses membres pour « manquement à l'éthique ». Mes parents ont subi une mort sociale. Les voisins qui les invitaient à leur barbecue traversaient la rue pour les éviter. Le comité de la paroisse, où ma mère jouait un rôle important, lui a suggéré de prendre du recul. J'ai appris par une amie de ma tante que ma mère avait fondu en larmes au supermarché quand une voisine à qui elle disait bonjour lui avait tourné le dos sans un mot. La façade respectable qu'ils avaient mis des décennies à construire s'est effondrée en quelques heures. Puis les appels ont commencé. Des messages laissés sur mon répondeur. La voix tremblante de ma mère, « Éléonore, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. On reste une famille. » Je l'ai effacé. Un SMS de mon père, « On a fait des erreurs. On peut arranger les choses. » J'ai regardé le message, une vague de dégoût me submergeant. Arranger les choses? Comment pouvait-on arranger des années de mensonges et de cruauté? Je n'ai jamais répondu. Le procureur, galvanisé par l'attention médiatique, a accéléré la procédure. Maître Dubois m'a appelé pour me dire qu'une information judiciaire était officiellement ouverte. Bastien et mes parents allaient être convoqués par un juge d'instruction. La justice suivait son cours, lentement mais sûrement, et leur monde, construit sur le mensonge et l'apparence, s'effondrait. J'aurais pu m'arrêter là, savourer une victoire amère. Mais en regardant ma boutique, cet héritage de droiture que mon grand-père m'avait laissé, j'ai réalisé que ma mission n'était pas terminée. Je devais transformer toute cette laideur, toute cette douleur, en quelque chose de positif, quelque chose de constructif. 1 an a passé. Le procès a eu lieu. Ce fut une épreuve. Les voir de l'autre côté de la salle d'audience, pâles et diminués, a été étrangement douloureux. Bastien a été condamné pour vol, abus de confiance et usage de faux. Il a écopé d'une peine de prison avec sursis et d'une lourde amende. Mes parents, pour leur complicité dans l'affaire Étienne et la tentative de mise sous curatelle, ont été condamnés pour complicité de fraude et non-assistance à personne en danger. Leurs noms ont été traînés dans la boue, mais pour moi, la page était enfin tournée. La justice avait été rendue. Durant cette année, j'ai mis toute mon énergie dans mon travail. L'article du « Progrès » avait eu un effet inattendu, ma résilience avait attiré une nouvelle clientèle, des gens qui admiraient non seulement mon professionnalisme, mais aussi ma force de caractère. Mon entreprise, événement d'élégance, n'avait jamais été aussi florissante. J'ai embauché 2 nouvelles collaboratrices, et nous avons étendu notre activité à toute la région Rhône-Alpes. Mais le succès matériel ne suffisait pas. Le souvenir de ma propre détresse, et celle d'Étienne, ne me quittait pas. Je savais que des milliers de personnes vivaient des drames similaires, isolées et silencieuses, piégées dans des relations familiales toxiques. C'est ainsi qu'est né le projet « Nouveau départ ». J'ai utilisé une partie des bénéfices de mon entreprise et les dommages et intérêts que j'ai obtenus pour lancer une petite fondation. Nouveau départ offre des ateliers gratuits, un soutien psychologique et des conseils juridiques pour les personnes qui cherchent à se reconstruire après une trahison familiale ou financière. Nous les aidons à refaire leur CV, à préparer des entretiens, et je propose même des petits contrats ou des stages au sein de mon entreprise à ceux qui ont tout perdu et ont besoin de remettre un pied à l'étrier. Lors de notre premier atelier, une jeune femme nommée Sarah a raconté, en larmes, comment son propre frère avait saboté sa boutique en ligne par pure jalousie. Elle a expliqué comment elle se sentait seule et honteuse. J'ai vu mon propre reflet dans ses yeux. À la fin de la séance, je lui ai proposé un poste à temps partiel. Le sourire qui a illuminé son visage ce jour-là a été ma plus belle récompense. C'était une victoire plus douce et plus profonde que n'importe quel verdict de tribunal. Anouk est souvent passée à la boutique, qui était devenue le quartier général de « Nouveau départ ». « Tu as construit un empire, ma vieille », m'a-t-elle dit un jour en riant. « Pas un empire », ai-je répondu en souriant. « Juste une vie dont je peux être fière. J'ai perdu la famille dans laquelle je suis née. C'est une blessure qui ne guérira sans doute jamais complètement. Mais j'ai appris une leçon essentielle, les liens du sang ne donnent à personne le droit de vous détruire. La vraie famille, c'est celle que l'on choisit,
celle qui nous soutient, comme Anouk. C'est aussi celle que l'on crée, comme cette petite communauté de survivants que j'essaie de bâtir avec Nouveau Départ. L'héritage de mon grand-père Marcel n'était pas seulement ces 4 murs. C'était la croyance inébranlable que, même dans les décombres, on peut toujours reconstruire quelque chose de beau et de solide. Si mon histoire a résonné en vous, si vous avez vous-même été confronté à la trahison de ceux qui auraient dû vous protéger, n'oubliez pas de laisser un like pour montrer votre soutien. Partagez votre propre expérience ou vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Parfois, le simple fait d'écrire sa douleur est le premier pas vers la guérison. Votre voix est importante. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires de résilience et de courage. N'oubliez jamais, vous avez le droit de protéger votre paix intérieure et votre valeur. Vous méritez un nouveau départ.